Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour cet atelier. Nous allons rester avec vous pendant 1h30. Donc, je suis Jean Placine, je suis le directeur de la délégation régionale armorique, donc, qui s'occupe de l'ensemble de la région Bretagne pour le compte de l'Agence de l'eau. Et on va donc vous présenter un atelier qui va effectivement essayer de cerner et de travailler un peu avec vous et les industriels. Vous allez voir un petit peu ce que font aussi les différents industriels agroalimentaires sur leur action en faveur de la ressource en eau et surtout, bien évidemment, et je pense que c'est le point le plus important, un partage d'expérience qu'on peut faire des industriels aidés par l'agence de l'eau pour essayer de diminuer leur consommation d'eau, d'être plus sobre et d'être plus vertueux dans le domaine de l'eau. Alors comment on va séquencer notre atelier d'1h30 ? Ce que je vous propose tout d'abord, c'est la présentation de l'agence de l'eau et de son action en faveur des industriels, puisque voilà, on est présent sur le salon, c'est pour la deuxième fois, c'est la deuxième année, et l'an dernier, on a constaté effectivement qu'on était quand même encore aujourd'hui peu connu du milieu des industriels. Donc il est important pour nous de vous présenter l'ensemble des actions que l'agence porte en soutien de la politique de l'eau auprès des industriels. Il y aura ensuite une introduction par le directeur général adjoint de l'agence de l'eau, Valérie Morard, qui va vous présenter les grands enjeux de l'eau pendant quelques minutes. Et après, nous aurons une table ronde où nous aurons 3 industriels qui vont venir présenter effectivement leurs actions. Il y aura des interactions avec la salle, des questions. Vous pourrez poser des questions, bien évidemment. Ils nous présenteront ce qu'ils ont fait à ce jour au niveau de leurs actions en faveur de leur diminution de leur consommation en eau. Et puis je leur poserai des questions après un petit peu sur l'avenir, notamment liées à l'enjeu eau, notamment sur leur production. C'est bon pour la vidéo? On y va? C'est parti. On consomme beaucoup d'eau comme tous les industriels de l'agroalimentaire. On ne peut plus la gaspiller, on doit s'en occuper. Si on n'a pas d'eau, on arrête l'usine. On fait attention à ce qu'on rejette. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. Agroalimentaire, mécanique, nucléaire, de la source de la Loire à l'océan, la diversité des entreprises, leurs disparités géographiques sont très marquées. TPE et PME familiales, industrie, elles ont tout de même 2 points communs. L'eau, au cœur des process, et les rejets en milieu naturel de plus en plus réglementés. Alors, face au dérèglement climatique, les experts de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont plus que jamais engagés pour les accompagner. Nous utilisons beaucoup d'eau, bien évidemment, pour laver nos installations. On doit être irréprochable si on veut avoir une bonne qualité de produit quand on lance la fabrication. C'est entre 900 et 1200 mètres cubes d'eau qui sont utilisés dans le process chaque jour. Forcément chargés de métaux, d'huile de coupe. C'est absolument impensable de rejeter cette eau de process dans la nature. Il est nécessaire de diminuer la consommation d'eau compte tenu de la rareté de la ressource, mais aussi par rapport à l'acceptabilité du milieu naturel. On est en zone de répartition des eaux. On a un déficit d'eau potable par rapport à l'ensemble des besoins depuis près de 15 ans. Ces derniers étés, on a été impacté par des arrêtés préfectoraux de restriction de consommation. L'industriel doit réfléchir autrement, penser autrement, regarder comment on peut économiser l'eau. Quand on a compris ce qu'est l'environnement, soit on le prend comme une contrainte, ou soit on le prend comme un levier d'amélioration. L'agence de l'eau, elle a un double objectif, réduire la pollution qui va se retrouver dans le milieu, c'est essentiel, c'est la reconquête de la qualité de l'eau. Et puis une sobriété plus forte, parce que l'année 2022 nous a montré qu'avec le changement climatique, les années à venir allaient être de plus en plus difficiles. Et donc il faut économiser l'eau, et la sobriété, c'est le mot phare aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de l'eau. Alors ici, c'est une véritable installation innovante. On va récupérer les effluents industriels qui viennent de l'usine et on va récupérer de l'eau filtrée de haute qualité pour le lavage. On espère 60 à 70% d'économie d'eau. L'agence de l'eau nous a soutenus dès le début dans la démarche. Un accompagnement pour le conseil, les études, les démarches réglementaires, les possibilités financières. Cet accompagnement financier, il a permis d'aller beaucoup plus vite et de faire vraiment les choses dans les règles de l'art.
L'agence de l'eau nous a encouragés à y aller, nous a facilité toutes les démarches. Bien évidemment, il faut des devis, il faut des factures. Alors ici, on se trouve dans la station de recyclage des eaux. Grâce à cet équipement, nous allons supprimer notre prélèvement au milieu naturel, 80 000 m3 par an. Montant total de projet 4 millions d'euros, sur lequel l'agence a apporté 35% de financement. L'accompagnement de l'agence, à la fois sur la stratégie, sur la finance, a permis de déclencher et d'anticiper des travaux. On a gagné du temps. Ce bassin il a été construit pour récupérer les eaux pluviales chargées avec les poussières de la cour, des toitures. Elles sont renvoyées dans notre étang et repompées pour être réutilisées en eau de refroidissement sur nos équipements. Être subventionné à hauteur de 30% pour un chantier et de 50% pour une étude, c'est drôlement facilitateur. On peut retrouver au sein de cette entreprise les différents niveaux où l'agence de l'eau peut accompagner des industriels. Aussi bien la réduction des pollutions émises par l'industriel que les économies d'eau, la restauration de la continuité écologique. Le problème auquel était confronté l'industriel était majeur, il fallait trouver une solution rapide. Donc en l'espace de 3-4 mois, nous avons effectivement fait le diagnostic, ce qui a permis de suivre les conclusions et d'arriver à la solution. L'application de l'agence de l'eau a rendu les choses plus faciles avec un discours très intéressant parce que très simple, très ouvert, concret, proactif. La mise en œuvre du brunissage a permis à Obut de réduire de près de 70% en masse son utilisation de produits chimiques. Aujourd'hui, on consomme 20 fois moins d'eau que ce qu'on avait auparavant. Donc on a beaucoup moins prélevé dans la nappe, ce qui est très très intéressant. En 2015, on consommait 13 litres d'eau pour faire 1 kg de produit fini. À la fin de la mise en place de tous les différents chantiers, on est à 10 litres pour produire 1 kg de produit fini. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une succession de projets, pas forcément des projets de grande ampleur, mais vraiment une politique régulière d'économie d'eau qui a porté ses fruits. Garder nos contraintes environnementales et même s'améliorer si on peut le faire, tout en gardant ces perspectives de production, c'est vraiment un très très gros enjeu et un très très gros challenge. On est vraiment là, présent pour les accompagner, mettre en œuvre les plans d'action pour atteindre les objectifs de réduction de consommation que l'on se fixe tous. Le point fort de l'agence, c'est cette proximité qui permet d'être à l'écoute, d'être réactif et d'intervenir rapidement et tout au long d'un projet. On a un interlocuteur qui est un technicien passionné de son sujet. On peut échanger, réfléchir, construire et ça permet d'avancer. La plateforme qui permet de déposer les pièces administratives est quelque chose d'assez intuitif, plutôt aisé à mettre en place. Sans l'accompagnement de l'agence de l'eau, le projet aurait vraiment été différent. Je peux vraiment qualifier l'opération de succès aujourd'hui. J'encourage vraiment les industriels à passer ce cap qui nous permet de continuer à bien travailler avec leur respect de l'écologie et notamment du milieu naturel où se trouve l'eau. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. On est au croisement finalement de ces deux chemins. On le voit, l'eau est de plus en plus une denrée rare, commune à tout le monde, donc on doit tous prendre soin de notre environnement au sens large. J'invite les entreprises à se tourner vers les délégations territoriales de l'agence. Elles y trouveront des interlocuteurs compétents, expérimentés, qui sauront les conseiller. Voilà donc un film qui présente l'action de l'agence de l'eau auprès des industriels pour la reconquête de la qualité des eaux. J'appelle à la tribune Valérie Morard, qui est directeur général adjoint de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci Jean et bonjour à tous. Merci d'être présent à cette invitation. Je crois que le film qu'on vient de voir suffirait amplement à vous souligner, vous démontrer que l'agence de l'eau, elle est vraiment aux côtés des acteurs du territoire pour les accompagner dans leurs projets de transition. Comme ça a été dit, environnement et industrie ont un chemin commun à faire et ça n'est pas forcément un chemin de contrainte, ça peut être réellement une opportunité. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'exemples. Alors je vous rassure, on ne les a pas payés plus pour qu'ils témoignent. Je pense que c'est le cheminement sur les projets qui leur a permis de se rendre compte qu'il y avait une opportunité. Donc s'il n'y avait qu'un message à retenir, celui de notre directeur général, c'est oser, pousser la porte, aller voir nos interlocuteurs, vos interlocuteurs, nos collaborateurs sur les régions. Alors ici, la délégation pilotée par Jean, mais vous avez pu voir au cours du reportage les correspondants industriels, parce que
pour chacune des catégories d'acteurs, nous avons des collaborateurs spécialisés, formés, compétents. Alors, on a illustré ce film avec quelques industriels présents et qui vont témoigner juste après. Olga, Candia, Fleury-Michon, alors Candia ne sera pas présent, Baillet, et nous terminerons, petite surprise, par un trophée de l'eau, je n'en dis pas plus. Et l'objectif était de mettre en avant quelques démarches, mais dans des secteurs, vous l'avez vu, très différents. Alors, il est vrai que l'agroalimentaire occupe une part importante de nos interventions, de par la caractéristique de notre bassin. Quand on parle de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, elle couvre 28% du territoire métropolitain, puisque depuis la loi de 64, dont on va fêter les 60 ans cette année, la gestion de l'eau, elle est répartie par bassin. Et elle n'est pas décidée à un échelon central, elle est concertée entre les acteurs, et les industriels, les agriculteurs, les collectivités, les services de l'État ont des représentants au sein d'un comité de bassin qui va fournir les clés de planification de cette gestion. Et ensuite, au sein d'un conseil d'administration issu de ce comité de bassin et piloté par la préfète coordonnatrice de bassin, on va fournir les leviers d'intervention, les règles, et on a bien une gestion de l'eau concertée à un échelon local. Et évidemment, lorsqu'on va regarder plus près des territoires, vous allez avoir le fonctionnement des commissions locales de l'eau avec autour de projets de planification que sont les SAGE. Alors, quelques mots de commentaires sur ce film. Alors, ça vous donne un aperçu à la fois des leviers qui peuvent être fournis à disposition, un levier financier, évidemment, selon le type d'action. Vous l'avez vu, des cofinancements qui peuvent aller jusqu'à 50%, et parfois, dans certains territoires, et notamment dans le cadre des appels à projets qu'on a lancés depuis l'an dernier dans le cadre du plan de résilience, on peut aller jusqu'à 70% sur certaines actions. Et puis, vous l'avez vu, ça a été souligné, parfois quand on se dit « on va aller chercher une subvention du côté de l'agence de l'eau », on a l'impression que ça va être compliqué. La dématérialisation, elle a du bon. Elle nous a permis nous-mêmes peut-être de faire les efforts de simplification, de clarification sur nos procédures et de faciliter l'entrée sur ces demandes de subventions. Et puis surtout, c'est qu'il y a un accompagnement. L'objectif de l'agence de l'eau n'est pas simplement de mettre un tampon approuvé, c'est bien d'accompagner le projet depuis son origine jusqu'à son lancement. Alors, pourquoi on accompagne? Notre mission n'est pas, effectivement, comme l'a dit Jean, notre mission première n'est pas d'être au cœur du CFIA. Par contre, on est conscient qu'on ne pourra pas faire sans l'appui des acteurs pour accomplir notre mission, qui est la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Et surtout, lorsqu'on est dans un contexte de tension, c'était le sujet de la conférence de ce matin, l'eau, une ressource sous tension. On a vécu des années 2022-2023 exceptionnelles. J'en discutais avec Monsieur Clanchin juste auparavant. Oui, les titres des journaux, notamment Ouest France, nous disaient « ça y est, les nappes sont rechargées, le spectre de la sécheresse s'éloigne ». Attention, ça s'éloigne, mais par exemple, à Nossac, le barrage réservoir sur l'Allier, à l'amont du bassin, dans le massif central, était à 47%. Plus que l'an dernier, mais beaucoup moins que les moyennes historiques. Logiquement, on devrait commencer la saison, puisqu'ensuite, après, il va servir d'appui pour l'étiage de la Loire et puis pour un certain nombre aussi d'usages, dont de l'irrigation, surtout la Limagne, le massif central. La logique voudrait qu'on commence à plus de 70% minimum. Donc on voit bien que ce spectre de tension sur la ressource ne disparaît pas simplement parce que le Finistère a essuyé près d'1 mètre d'eau depuis octobre. Donc attention, on a une répartition de l'eau qui est inégale sur le territoire et qui est inégale aussi sur la saison. Beaucoup d'eau à une certaine période ne doit pas faire oublier que peut-être que dans 6 mois, nous nous retrouverons en disant « Ouh là là, on vient de traverser une période de sécheresse et de canicule, comme ça a pu être le cas en 2022 et en 2023. » Face à cela, une mobilisation exceptionnelle. Alors à l'échelon
centrale. Le président de la République a lancé le plan eau il y a presque un an. Et puis immédiatement, l'Agence de l'eau, comme ses collègues, a lancé des programmes de réponse. Alors chez nous, ça s'appelle le plan de résilience. Et le plan de résilience, ça mobilise des moyens importants, plus de 100 millions d'euros l'an dernier. Cette année, 120 millions d'euros mobilisés sur un certain nombre d'actions, dont certaines vont directement cibler ce que peuvent faire les industriels, soit en matière d'économie, soit en matière d'infiltration d'eau pluviale, soit en matière de réduction des rejets, parce qu'on l'a redit à plusieurs reprises, hein, mais il y a un enjeu quantitatif, mais il y a un enjeu qualitatif. Moins d'eau dans les rivières, ça veut dire des capacités de dilution inférieures. Ça veut dire des efforts accrus, peut-être aussi une réglementation qui peut se mettre en place et qui limite l'activité industrielle aussi par le jeu des rejets. Donc il faut agir sur tous ces leviers. Donc l'action au niveau de la pollution contre les macropolluants, elle n'est pas terminée. Il faut la poursuivre. Il faut mieux connaître aussi ces pressions montantes que sont les micropolluants. Alors on connaît notamment dans le cadre des activités liées à l'élevage les problèmes de pollution par certains métaux lourds, hein, le cuivre, le zinc, mais on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi quelques micropolluants montants, puis il va y avoir aussi la question des microplastiques, et puis ça peut revenir en boucle sur la qualité des eaux qui rentrent dans les process industriels et notamment de l'agroalimentaire. Et puis bien évidemment, il y a cette question de l'économie d'eau, mais je n'en parle pas plus parce que vous allez l'illustrer. Alors ce plan de résilience, l'objectif, il est bien d'accompagner l'ensemble des acteurs là où ils sont, dans un contexte où il doit y avoir une approche globale. Il ne s'agit pas d'isoler un petit projet d'une démarche globale d'entreprise. Et ce qu'on peut constater, je pense que les témoignages vous le montreront, c'est que lorsqu'on commence à prendre un petit bout de la lorgnette en se disant qu'est-ce que je peux faire, ben, on commence ensuite après à raisonner sur une démarche globale et une démarche qui s'inscrit dans le temps, une démarche pérenne. Enfin, je terminais que l'objectif n'est pas d'agir une fois que le polluant arrive dans la rivière ou lorsqu'on a fini le processus. Finalement, on s'aperçoit que c'est tout le principe de l'éco-conception aussi, hein, mais plus globalement, nous, ce qu'on parle, c'est la réduction des prélèvements à la source, la réduction des pollutions à la source, et c'est surtout pour accompagner ces démarches vertueuses, gagnantes pour tous, à la fois pour le process économique et puis pour l'environnement, que l'Agence de l'eau est présente et elle est à votre écoute, à votre disposition. Puis j'espère que les exemples qui vous seront développés ensuite suffiront à vous le démontrer et vous aideront peut-être à oser venir nous rejoindre sur le stand l'agro du futur où on tient à votre disposition effectivement toutes les possibilités d'accompagnement de vos projets. Merci. Merci Valérie. J'invite les invités maintenant à venir monter sur la scène, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Guillet, Monsieur Amiot, Monsieur Falise et Monsieur Clanchin, si vous pouvez venir me rejoindre. Donc, trois entreprises, hein, Fleury-Michon, l'entreprise Baillet et l'entreprise Olga, qui vont venir vous présenter ce qu'ils ont réalisé dans le cadre du domaine de l'eau. N'hésitez pas à vous servir. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis des bouteilles d'Évian. On s'est dit pour l'agence de l'eau, c'est pas possible, des bouteilles d'Évian. On est allé chercher des carafes, c'est quand même mieux. Si vous permettez, on va commencer par l'entreprise Fleury-Michon. Donc, Monsieur Grillet, hein, le public voit vos fonctions, bien évidemment, au sein de l'entreprise Fleury-Michon, hein, directeur qualité, sécurité, environnement. Et vous êtes accompagné de Laurent Amiot, un référent eau chez Fleury-Michon. Donc Fleury-Michon, un groupe bien évidemment très connu, hein, surtout je crois implanté en Vendée, hein, effectivement, donc dans notre bassin, avec des consommations d'eau qui proviennent, je crois, de la quasi-totalité quasiment du réseau de distribution potable et qui dépassent près de 800 000 m3 par an, donc voilà, un fort consommateur d'eau, bien évidemment. Donc ce sujet vous concerne et vous intéresse depuis un certain temps. Je crois que vous avez aussi mis en place un plan sobriété hydrique, hein, voilà, avec des actions associées. Du coup, ben voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place et puis quels objectifs surtout poursuivez-vous, hein, dans ce cadre-là?
Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de remettre l'eau dans le contexte de Fleury-Michon, en fait. Donc Fleury-Michon, on a 10 usines en France, et sur ces 10 sites en France, on a 8 sites qui sont en Vendée, et 6 qui sont sur le même bassin versant et alimentés par la même réserve d'eau superficielle, en fait, qui est le lac de Rochereau. En 2023, on a produit à peu près 90 000 tonnes de produits finis, et on a consommé, alors un peu moins de 800 000 m3, mais 782 000 m3. Ça représente à peu près une ville de 15 000 habitants, pour faire simple. L'eau, elle nous sert en fait pour 3 grands usages. Le premier usage, comme beaucoup d'industries agroalimentaires, je pense, c'est le nettoyage. Donc on a 45% de l'eau qui est consommée pour faire du nettoyage. 30% qui va rentrer dans la production, une partie qui va aller dans le produit, d'autres qui vont servir aux machines en fait. Et la dernière partie, 25%, qui n'est pas négligeable, c'est le froid. On a besoin de froid. Pour faire du froid, on fait du chaud, et le chaud, on l'évacue avec de l'eau, habituellement. En 2023, on a consommé, alors un peu moins que l'entreprise Bayer, si j'ai bien noté, mais 8,58 litres de produits par kilo de produits finis, en fait. 8,58 litres d'eau, pardon, par kilo de produits finis. En 2018, on en consommait 10,03, en fait. Donc on a bien progressé, on va voir comment. La réduction, en fait, elle équivaut à 130 000 m3 par an, ramené au volume produit. Et le dernier point, c'est qu'on a 3 stations d'épuration en Vendée, et il y en a 2 qui sont munies de stations d'irrigation, et on met l'eau traitée à disposition des agriculteurs partenaires. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, sur ce graphique, en fait, on vous a représenté le travail qui a été réalisé chez Fleury-Michon au niveau de l'eau, en fait. Avec ce qu'on a mis, ces 3 grandes périodes. Une première période qui a été, en gros, avant 2008 jusqu'aux années 2016-2018, qui était surtout ce que j'appelle de la chasse au gaspillage. C'est-à-dire qu'on a cherché, en fait, à réduire les pertes d'eau qui étaient liées à des problèmes type fuite ou à des problèmes de process qui étaient réellement pas économes en eau. Donc ça, Laurent vous donnera quelques cas pour expliciter ce qu'on a fait. Ensuite, on a attaqué une deuxième période que j'ai qualifiée de sobriété énergétique. Alors sobriété énergétique, pourquoi? Parce qu'on a en fait cherché à économiser de l'énergie, principalement du gaz et de l'électricité, qui sont les 2 énergies primaires qu'on consomme. Pour faire ça, on a fait de la récupération de chaleur. Et la récupération de chaleur, on l'a faite beaucoup au niveau des installations qui produisaient du froid. Et donc en récupérant la chaleur des installations qui produisaient du froid, on savait qu'on allait récupérer de l'énergie, mais on a récupéré de l'eau aussi. On a moins consommé d'eau pour faire du froid. Et ça, c'était intéressant. Et puis il y a une troisième période dans laquelle on est rentré, qui pour moi commence, que j'ai baptisé plan de continuité hydrique, où là, on a 2 challenges en fait. Il y a le plan national eau gouvernemental, avec un objectif de réduction des consommations nettes de 10% en 2030 par rapport à 2020. Donc ça, c'est les 2 graphiques, les 2 barres bleues dans mon histogramme. En fait, vous voyez, 2020, on consommait à peu près 850 000 m3. En 2030, il faut qu'on en consomme 760 000, si on veut atteindre l'objectif fixé au niveau national. Et puis, il y a un deuxième challenge qui nous attend, c'est faire face aux périodes de sécheresse et aux arrêtés préfectoraux qui vont être pris quand on va se situer en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, où là, il faut qu'on réduise de 5%, de 10% ou de 25% nos consommations d'eau. Et là, c'est une autre paire de manches. On ne sait pas encore comment on va faire. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir mobiliser toutes les équipes. Et je l'ai baptisé plan de continuité parce que l'idée, ce n'est pas de le faire de façon pérenne toute l'année, mais c'est d'avoir des moyens de travailler différemment sur ces périodes-là, pendant des temps assez courts, pour économiser de l'eau. Ça se fera peut-être, par exemple, en modifiant complètement les procédures de nettoyage, en ayant des nettoyages qui se feront plus sur la même fréquence sur ces périodes-là. Voilà. Et là-dessus, je vais passer la parole à Laurent qui va vous donner quelques exemples plus précis. Bonjour. Donc, ce qu'on a fait, alors déjà, on a des projets en cours subventionnés par l'Agence de l'eau pour réduire les consommations d'eau. Merci. Alors, il s'avère que
Bon, ce qu'on s'est dit qu'il fallait commencer par faire, c'est déjà regarder bien nos consommations, donc mesurer, commencer par mesurer. Avant de se lancer dans la réutilisation, on va déjà essayer de voir si on ne peut pas gagner sur les consommations des machines, des process, etc. Donc on commence par instrumenter, etc. Ce qui permet de se doter d'ailleurs d'outils aussi plus performants en termes d'intelligence informatique pour être capable de mieux analyser les consommations de certaines machines ou de certains process. Et de là, on en vient à trouver des pistes d'économie, dont par exemple une là, qui fait l'objet d'une subvention en ce moment de l'Agence de l'eau, qui est typiquement sur un process, sur un nettoyage de machines de cuisson, où on va passer de l'eau à la vapeur, et ce qui permet une économie substantielle à l'année, de l'ordre de 10% de la consommation du site. Donc ça, donc ce projet a été subventionné par l'agence, et donc là pour le coup c'est super parce qu'on vient vraiment réduire à la source la consommation d'eau. Au-delà de ça, on a également mis en place notre premier adiabatique. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est des systèmes de refroidissement donc, qui sont plus performants en termes de consommation d'eau, mais qui malheureusement consomment l'eau à la période où on nous demande de la diminuer. Bon, ça c'est encore un autre problème. Du coup, ce projet fait également l'objet d'une subvention par l'Agence de l'eau. Donc nous, c'est le premier qui est monté, donc ça va nous permettre d'avoir une base de données un peu sur ce genre de système et de voir clairement ce que ça donne pour voir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait être développé sur les autres sites également. Et enfin, ce que je peux dire, c'est qu'on a également, sous le coup de subvention de l'Agence de l'eau, donc des études. Alors, une étude de reuse, donc de réutilisation d'eau traitée. Le but, c'est vraiment de commencer à voir un peu ce qu'il en est, parce que alors sur des sites où potentiellement les économies d'eau sont déjà cernées ou au bout, et du coup, on s'est dit, il faut commencer aussi à voir quelles sont nos possibilités de réutilisation. Alors, dans un premier temps, sur les parties énergie, donc là, avec les nouveaux décrets, on peut envisager d'aller un peu plus loin dans la réutilisation de cette eau. Et le but, c'est de voir tous les impacts, l'aspect financier de faire ça, l'aspect également rejet, le fait de diminuer les rejets en volumique et donc de concentrer certains micropolluants vis-à-vis des rejets milieux naturels, qui peut aussi être une problématique. Alors, si c'est 10%, etc., si on en vient à envisager du 40-50%, ça peut être quelque chose qui pourrait nous limiter aussi. Donc le but, c'est de regarder tous les aspects de cette réutilisation possible d'eau, sur le process ou sur les process énergie, ou à se rapprocher également de l'aliment dans la limite du possible et de ce qui est autorisé bien sûr. Merci à vous deux pour cette présentation sur les actions que vous avez pu faire dans votre entreprise. Je vais maintenant céder la parole à Cédric Falise pour l'entreprise Baillet, qui est située effectivement dans la Sarthe. Baillet, je crois qu'il depuis longtemps porte attention à l'énergie, à l'eau dans son entreprise. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez effectivement réalisé comme action dans votre entreprise à ce jour? On en parlera aussi un petit peu à la fin, puisque Valérie l'a dit, voilà, il y aura une petite surprise pour vous à la fin de cet atelier. Mais voilà, au niveau de l'entreprise Baillet, voilà, quelles sont les actions que vous portez et ça répond à quel enjeu pour vous? Alors, l'entreprise Baillet, qui est un petit peu moins connue de Fleury-Michon, donc je vais la présenter un petit peu. Donc, l'entreprise Baillet est située à Saulx-sur-Huisne, dans la Sarthe, à peu près 400-600 personnes, en forte saisonnalité. On fabrique 18 600 de produits finis et en fabriquant ces produits finis, en fait, on utilise beaucoup d'eau. Voilà. Alors, pourquoi une entreprise utilise beaucoup d'eau? Alors, pour les nettoyages. Et comme l'évoquait mon collègue de chez Fleury-Michon, aussi pour les systèmes de refroidissement. Quand on chauffe, il faut refroidir par l'eau. L'eau vient d'où? Vous avez des ressources propres ou vous êtes sur le réseau d'eau potable? On est sur le réseau potable. D'accord. Voilà. On consomme environ 200 000 m3 par an, donc c'est très conséquent. Et on a diminué nos consommations en 10 ans de 30% par différentes actions, que je vais vous énumérer pour la suite. Notre démarche est quand même engagée depuis un certain temps. Depuis 2008, on a une réflexion engagée pour limiter le gaspillage sur tous les consommables, dont l'énergie et l'eau. Et on a mis en place des indicateurs pour la consommation notamment. Alors on ne va pas se voiler la face, c'est aussi un facteur économique et environnemental. À la base aussi, on réduit nos consommations d'eau pour payer moins cher la facture, tout comme nos autres économies.
Ensuite, on a sur les différentes actions réalisées depuis 2020 et accompagnées par l'Agence de l'eau qui nous a bien soutenus, bien accompagnés et dirigés vers ces potentielles économies. On a pu faire des actions diverses et variées. On a fait des grosses opérations, mais on a surtout travaillé sur l'ensemble des actions qu'on pouvait mener avec une réflexion commune. C'est pour ça que j'ai aussi dans l'Assemblée, j'ai mon responsable environnement sécurité qui est présent, M. Alban Cholet, et puis M. Benoît Bertou, qui est responsable des énergies. Et c'est un travail en commun avec l'ensemble des salariés, parce que économiser l'eau, ça peut paraître facile, mais c'est vraiment une rééducation de tous les salariés. Alors ça passe par la direction générale jusqu'aux salariés, jusqu'aux intérimaires. C'est une vraie rééducation. Donc ce qu'on a fait comme travaux, on a acheté une laveuse de bac avec un système de récupération des eaux de rinçage. Ça peut paraître pas grand chose, mais en fin de compte, cumulé sur l'année, c'est d'énormes économies d'eau. On a fait une centralisation d'eau refroidie avec une distribution en circuit fermé sur chaque machine. En fait, nos machines, on les refroidissait, le système d'eau de refroidissement allait à l'égout. Donc on l'a mis en système de circuit fermé, donc on peut récupérer l'eau. On a surtout, là, ça a été un gros chantier. On a remplacé, comme le disait mon collègue de Fleury-Michaud, deux tours aérofrigérantes par 2 condenseurs adiabatiques qui consomment de l'eau, mais moins quand même. Mais ça fait quand même des économies d'eau. On a mis en place un système de relevé automatique de compteur d'eau avec report sur une supervision. Ouais, c'est important de pouvoir regarder ce qu'on consomme, s'il y a des déviances, des problématiques en production. Sur des grosses structures comme chez nous, comme chez Bayer, la moindre fuite d'eau est chassée, regardée, alors avec des réflexions différentes, mais c'est important d'aller voir également pourquoi on consomme d'eau. Alors il peut y avoir une fuite sur une nappe, il peut y avoir une fuite sur un réseau, il peut y avoir différentes choses. Donc à l'aide de ces compteurs-là, ça nous permet de cibler et de pouvoir regarder et de pouvoir solutionner le problème. Et puis on a mis en place un système de filtration sur la station d'épuration avec un lavage automatique et de pompes de pressurisation pour alimenter l'essentiel du réseau industriel et de l'installation. Donc Bayer travaille sur des projets structurants depuis de nombreuses années. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est moins 30% d'eau en 10 ans. Mais on travaille sur les autres économies d'énergie, c'est moins 14% en électricité et moins 24% de gaz en 5 ans. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail collectif et de tous les jours. Les aménagements ont permis de réduire la consommation d'eau, comme je vous disais. Alors on est un petit peu moins bon que Fleury-Michon, parce qu'on consomme par kilo par litre, c'est 9,5. Donc on a un challenge, hein. On a presque 1 litre de débours par rapport à vous, mais bon, l'idée c'est aussi de travailler aussi en partenariat et voir les choses que l'on peut faire à travers les différentes sociétés. C'est pour ça qu'on est là. Et avec l'accompagnement de l'Agence de l'eau, ça nous permet aussi d'avoir des belles subventions, on ne va pas se mentir. Les projets à venir, donc on a aussi réfléchi, puisque notre travail ne s'arrête pas là. C'est pas parce qu'on a diminué de moins 30% en 10 ans qu'on ne doit pas continuer à travailler sur ces économies-là. Donc on a prévu de faire des remplacements des machines à laver. On va continuer à mettre en circuit fermé tous les refroidissements. On va aussi travailler sur des nouvelles cellules de décongélation, moins consommatrices en eau. L'optimisation des buses et des pistolets de lavage. Aussi travailler différemment, parce qu'on a des sociétés de nettoyage aujourd'hui qui peuvent travailler de la haute pression. Comment nettoyer avec de la basse pression et nettoyer aussi bien. Ça, c'est important aussi d'associer nos entreprises de nettoyage, puisqu'ils sont très consommatrices d'eau. C'est pas parce qu'on nettoie avec grande eau qu'on va être plus efficace au niveau bactériologique. Et ça, vous l'avez constaté, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comment vous faites alors? Parce qu'a priori, on en a discuté ce matin à table ronde. Voilà, pour nettoyer, il faut utiliser de l'eau. Donc, ce matin, ils ont parlé de la raclette pour enlever, je dirais, les éléments macro qui sont au sol.
Vous utilisez ce type de méthode, par exemple? Alors notre politique, c'est comment moins salir pour moins nettoyer, en fait. Donc ça, c'est ça qui est important dans nos entreprises agroalimentaires, parce que je vais mettre tout le monde dans la boucle. Aujourd'hui, on avait des ateliers complètement humides, puisqu'on nettoyait souvent, puisqu'on salissait. Alors on dose de la rillette. Alors la rillette, c'est un produit qui est salissant, qui est gras, qui est difficile à nettoyer. Mais aujourd'hui, sur nos machines de production, on a regardé comment faire pour ne plus salir, en fait. Et aujourd'hui, on a des ateliers qui sont totalement secs. Alors c'est de l'énergie, c'est vraiment un travail de fond. C'est vraiment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de la rééducation des salariés, parce qu'aujourd'hui, avant, on avait de la matière au sol, on poussait avec des jets d'eau. Aujourd'hui, non, on racle et on essaie surtout de ne pas salir. On a réduit aussi nos nettoyages intermédiaires, puisque les nettoyages intermédiaires qu'on avait en agroalimentaire, on salissait, on nettoyait. Alors on nettoyait avec du produit détergent, désinfection plus un rinçage, et on s'est aperçu qu'au niveau du rinçage, on ramenait de l'humidité dans nos ateliers. Humidité, c'est ce qu'il y a à combattre dans nos entreprises agroalimentaires, c'est de la bactérie potentielle. Donc aujourd'hui, on supprime certains nettoyages intermédiaires pour moins gaspiller d'eau et puis être meilleur en bactériaux. Merci Monsieur Falise, c'est intéressant parce que on dit effectivement, on essaie tous de travailler pour réduire la consommation en eau, réduire le besoin en eau. Mais là, effectivement, vous travaillez en amont de ce besoin en eau pour essayer de montrer qu'il faut réduire les nettoyages fortement consommateurs dans votre entreprise. Oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment important de réfléchir en amont. C'est ne pas salir. Enfin, là, moi, c'est mon combat de tous les jours. Ne pas salir, ne pas salir. Merci, Monsieur Falise, pour votre message important. Olivier Clanchin, président de la société Olga. Je crois que votre société est, je dirais, depuis très longtemps engagée dans la protection de l'environnement, voire même plus dans la protection de la planète, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc à ce jour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la thématique eau, de l'ensemble des actions que votre société a pu conduire au sein de son unité de production? Bonjour à tous, ravi d'être ici. C'est vrai que quand on parle de l'eau, moi, il y a toujours des chiffres qui me marquent. Le fait de constater que depuis 3 milliards d'années, on a la même quantité d'eau sur notre planète. Donc ça, c'est quand même une constance. Sauf que sur ces 3 milliards d'eau qu'il y a sur la planète, la quantité d'eau douce est inférieure à 3%. Donc et quand on se dit qu'on regarde simplement l'eau à l'état liquide, c'est l'équivalent de 1%. Donc sur notre planète, il y a simplement 1% de l'eau qui est de l'eau douce. Donc ça montre qu'on a une ressource qu'il faut protéger, qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et donc ça, au sein de Olga, donc moi je représente l'entreprise, donc c'est une entreprise familiale. Je représente la 3e génération, et donc on est une entreprise dans les produits laitiers et les produits végétaux. Donc on a une raison d'être chez Olga, donc être source de vie pour les hommes et la planète. On a une croyance, c'est qu'une contrainte anticipée, ça peut être une opportunité. Et alors j'aurais tendance à dire que on doit avoir beaucoup d'opportunités dans le monde qu'on vit aujourd'hui face aux contraintes qu'on rencontre. Et puis on a aussi une posture où j'aime dire chez Olga qu'on est pour les combats pour et contre les combats contre. Ça veut dire qu'on est force de proposition, pas force d'opposition. Et si bien que quand on est allé dans la bio en 1975, ce n'était pas pour s'opposer au conventionnel. Quand on est allé dans le végétal dans les années 80, ce n'était pas pour s'opposer à l'animal. Et aujourd'hui, dans notre activité, on est à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 1300 personnes, on a 18 filières et donc on est à 50% conventionnel, 50% bio, 50% animal, 50% végétal et quelque part on ne se fait pas des nœuds dans la tête vis-à-vis de ces produits-là. On est là pour amener une transformation, une valorisation, répondre à des attentes aussi bien de nos fournisseurs, de l'amont, que des attentes aussi des consommateurs et de l'aval. Et donc c'est certain, comme mes collègues, on est dans cette industrie du vivant, l'agroalimentaire, donc en connexion avec les agriculteurs, avec cette logique de saison, et que naturellement l'eau a toujours été un élément qu'on a regardé dans des logiques naturellement, comme vous l'avez bien expliqué, d'avoir des bonnes pratiques, donc travailler sur l'économie de l'eau, et puis progressivement, grâce à des soutiens, comme on l'a dit avec l'Agence de l'eau, pouvoir aller plus loin et regarder d'autres pratiques, d'autres technologies.
Donc ce qu'on a pu mettre en place chez nous, c'est ce qui a été déjà dit, c'est tout ce qui est les compteurs, donc le fait d'avoir des télérelevages. Donc aujourd'hui, on a plus de 400 compteurs chez nous, avec un suivi permanent, donc ce qui nous permet d'avoir un vrai pilotage. Donc c'est parce qu'on a aussi ces indicateurs qu'on peut vraiment piloter notre consommation. Et ça a aussi l'intérêt de pouvoir créer des alertes s'il y a une surconsommation ou une sous-consommation, parce que l'eau, comme on l'a partagé, pour nous, c'est 60% de notre consommation de l'eau, c'est les nettoyages en fait. Quand on a beaucoup de petites séries, comme on est multimatrice avec ces différentes filières, on a beaucoup de cycles de nettoyage. Et donc nous, si on voit qu'à un moment ou l'autre, il y a de l'eau qui n'est pas consommée, ça veut dire un gros point de vigilance, parce que ça veut dire que nos installations ne vont pas être obligatoirement bien nettoyées. Donc on a fait tout ce travail-là avec l'agence de l'eau, mais aussi à former nos collaborateurs, à amener des bonnes pratiques, comme vous le disiez, sur le nettoyage. Donc je n'ai pas encore d'atelier sec, mais je trouve que c'est inspirant, parce que dans la laiterie et dans le monde du végétal, on est beaucoup avec de l'eau partout. Et c'est vrai que c'est facile de nettoyer avec le jet d'eau plutôt que la raclette. Et on voit qu'il y a un vrai impact en termes d'économie. Donc ça, c'est de la bonne pratique qu'on doit amener au niveau des équipes. Et c'est souvent la contrainte qui crée aussi l'évolution. Et donc les deux périodes de sécheresse qu'on a eues en 2022 et 2023 ont été pour nous un vrai accélérateur vis-à-vis des équipes pour pouvoir leur amener des bonnes pratiques. Et puis continuer à investir. Donc de la même manière, on est maintenant sur des tours diabétiques. Donc on en a 2 sur notre site de Châteaubourg. Donc avec une belle économie sur l'eau, mais c'est des investissements beaucoup plus importants. Donc d'où l'importance des TD. Ces subventions, sans ces subventions, on n'aurait pas fait ces investissements, parce que c'est des retours sur investissement très longs aujourd'hui, mais qui sont malgré tout nécessaires pour cette logique de continuité d'activité qui est nécessaire à nos métiers. Et puis on a travaillé aussi sur des logiques d'osmose inverse, donc des systèmes de filtration très poussés qui permettent justement sur des eaux, donc là c'était la spécificité du site de Sojasun, donc où on travaille le nettoyage de la graine et on consomme de l'eau pour nettoyer cette graine. Et par l'osmose inverse, on est capable de recréer de l'eau entre guillemets pure et de concentrer des éléments qui peuvent repartir en valorisation autour de nutrition animale ou autour de nutrition pour les plantes en fait. Donc on arrive de ce fait à rentrer dans une logique de cercle vertueux. Donc ça c'est un investissement aussi qui a été fait en 2023 grâce à l'agence de l'eau. Et donc on continue avec, donc j'ai bien aimé ce que vous disiez sur l'intelligence informatique. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, je préfère l'intelligence informatique. Donc on travaille sur ces sujets-là aussi, autour de notre station d'épuration, pour justement avoir des outils qui permettent au niveau des cycles de production, au niveau des charges, au niveau des volumes, au niveau de la météo, de la saison, des saisons, de pouvoir avoir une optimisation de notre réglage de station d'épuration, ce qui fait une économie d'énergie, mais aussi une économie d'eau à la fin. Et donc voilà, donc, on a œuvré collectivement aussi sur cette logique de réhute, la réutilisation de l'eau. Donc on a eu le décret qui est sorti en janvier. Donc c'était un travail collectif qui a été porté aussi avec l'ABEA, l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire, où un collectif d'entreprises se sont dit de quelle manière ce qui est autorisé dans d'autres pays européens, on peut l'avoir aussi chez nous. Donc on attend maintenant les décrets d'application qui donneront quelque part les bons usages, mais qui devront et qui devraient nous permettre de pouvoir là aussi rentrer dans des cycles d'économie supplémentaires pour pouvoir avoir des cycles d'eau supplémentaires dans les entreprises. Et comme je vous disais que c'est le nettoyage qui est le plus gros, la plus grosse part de consommation au niveau de l'entreprise, de pouvoir, par de l'eau recyclée, pouvoir faire des nettoyages et donc de ce fait économiser de l'eau de manière importante. L'investissement sur l'osmose inverse, c'était déjà en pensant à la réhute potentielle? Alors oui, complètement. Donc on a aujourd'hui une réhute donc plus sur de l'eau industrielle, donc pour le refroidissement des moteurs, pour les tours à réfrigérantes et les adiabétiques au moment où elle a besoin d'eau. Mais demain, ce sera certainement pour pouvoir aller plus loin sur les cycles de nettoyage. Alors il y a un challenge qui est né là tout à l'heure. Monsieur Clanchin, vous en êtes où de la consommation par tonne de produits finis? Combien de litres d'eau par tonne de produits finis? Pour savoir si vous êtes le vainqueur ou entre les deux ou le troisième, dites-nous. Alors,
on est multi-métier, hein. On fait du beurre, on fait des boissons UHT, de l'ultra frais, on fait du traiteur, on fait de l'ingrédient pour sportifs. Donc, j'ai pas une catégorie qui me permette de pouvoir avoir... mais généralement, alors, on doit être pas loin de 1 litre pour 1 litre, en fait. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec vos activités. Et puis, entre le végétal et l'animal, on a... l'eau qui est consommée par l'animal, nous, on l'utilise pour transformer le produit chez nous. Par contre, c'est vrai que aussi, quelque part, c'est dans l'intérêt de ces contraintes dont je vous parlais, de ces limites planétaires qu'il va bien falloir qu'on intègre dans nos modèles d'entreprise. Le fait de végétaliser notre offre permet aussi d'avoir des produits qui sont moins consommateurs d'eau sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et le fait de pouvoir amener du végétal dans son alimentation est un cercle vertueux aussi sur la consommation d'eau. Donc c'est là aussi où l'entreprise s'engage à pouvoir ouvrir un champ de produits qui végétalisent la consommation de nos consommateurs et de nos concitoyens. Donc un regard très large sur l'empreinte eau, quelque part, de l'homme, hein, de nous tous. Du coup, ça m'amène à une question, enfin à 2 questions. Première question, vous disiez donc un peu plus de 8 litres par kilo de produit fini. Chez Bayer, 8,6. Un peu plus de 9. 9,5. Est-ce que vous avez une idée en fait d'entreprise ou de comparaison entre entreprises vis-à-vis d'une entreprise par exemple qui serait très vertueuse dans la consommation d'eau et qui elle arriverait, je ne sais pas, à 7, 6, 5. Vous savez vous placer par rapport à ce... Non, justement, et ça c'est dommage parce que quand on prend les objectifs de réduction, par exemple, de consommation d'eau qui nous sont donnés, c'est souvent par rapport à des références qui nous sont propres. Et donc, plus on a été précurseur sur les économies d'eau tôt, et j'entendais 2008, en fait, on est plusieurs entreprises à avoir entamé dans un souci d'économie, hein, dans un premier temps, mais d'anti-gaspillage, comme moi je l'avais dit, ces actions-là. Et bien, plus on a fait de chemin, et finalement, là, les années de référence qui sont données, par exemple pour les arrêtés sécheresse, c'est 2018. Pour le plan sobriété au niveau national, c'est 2020. Et donc, finalement... 2019. C'était, enfin pour moi, sur les arrêtés préfectoraux liés aux sécheresses, c'était 2018. Et clairement, tous les efforts qu'on a fait avant, finalement, ils viennent, je ne vais pas dire nous pénaliser, mais ils mettent la barre plus haut, quoi. Mais ça serait bien de pouvoir se comparer sur tous ces domaines-là. Monsieur Falise ? Ce qui est bien, maintenant, on a une référence, parce qu'effectivement, dans nos entreprises, on se fixe un objectif, mais qui est propre à nous, avec d'éventuels liens, mais on n'a pas de référence sur le secteur. Donc, bon, c'est un début. On a Fleury-Michon à challenger maintenant. Donc, on pourra se concerter pour savoir où on en est, mais ça serait intéressant de pouvoir aussi avoir d'autres retours, d'autres personnes en agroalimentaire. Et du coup, deuxième question, peut-être pour Olivier Clanchin, et puis bien évidemment pour les entreprises présentes, cet indicateur, en fait, de combien de litres d'eau vous avez utilisé pour produire 1 kilo de produit fini. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça pourrait être un indicateur dont le client va s'intéresser ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on met les étiquetages produits pays, on met les labels. Est-ce qu'un jour, vous pensez que ce sera quelque chose d'important pour le consommateur que d'afficher le nombre de litres d'eau dont vous avez eu besoin pour fabriquer le produit ? On parle tous de l'éco-score, du Planet Score. Donc, à un moment ou à un autre, il y aura des scorings qui arriveront sur... l'empreinte de la transformation, de la production de l'entreprise qui amène un produit sur le marché. Donc je pense que évidemment l'élément eau rentrera en compte, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'on parle du carbone, on parle de l'eau, on parle de la biodiversité, on parle du bien-être animal, on parle de beaucoup de critères. Donc de quelle manière tout ça pourrait être articulé pour pas que nous aussi on ait des emballages avec une pléiade de flagship pour chacun de ces items. Mais je pense que demain, le consommateur sera de plus en plus attentif à ces éléments-là. Et après, il y a une notion qui, pour moi, est compliquée. C'est que tous ces objectifs, et avec logique, ils sont fixés en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on va fixer des prélèvements, donc c'est des volumes en mètres cubes. Quand vous êtes sur une activité qui se développe, une entreprise qui va augmenter en volume, si elle doit réduire sa consommation d'eau en mètres cubes, le challenge est encore plus difficile. Donc il y a un moment donné où on doit allier à la fois le développement de l'activité et l'atteinte de ses objectifs. En même temps, la ressource, que je comprends très bien, la ressource,
elle est finie, elle est en mètres cubes, elle n'est pas en litres par kilo de produit. Mais nous, on se challenge en termes d'efficacité sur des litres par kilo, parce que ça vient prendre en compte ces variations d'activité. Maintenant, les objectifs qui nous sont donnés, c'est des valeurs absolues en mètres cubes. Donc la barre est plus haute. Vous avez beaucoup parlé, et c'était le cas aussi ce matin dans la conférence de l'eau, finalement d'acquisition de données par rapport à la consommation d'eau. Vous avez parlé, vous mettiez en place des compteurs de suivi, dont vous avez d'ailleurs lecture instantanée. Vous les utilisez, vous les regardez, hein, vous le dites de manière quasi instantanée. Est-ce que vous considérez que vous êtes au top là-dessus, ou vous avez encore des progrès à mettre en œuvre pour acquérir encore plus de données qui pourraient vous permettre de diminuer encore votre consommation en eau? Oh non, on est grave au top. Non, on est, ça s'homogénise sur les sites, mais on est quand même relativement bien équipé en compteurs. On est en train de justement d'en remettre où on n'en a pas, ou de fiabiliser ceux qui sont déjà là. Et au-delà de ça, maintenant, on commence à mettre des alarmes aussi sur ces compteurs, c'est-à-dire à scruter les consommations, voir à quel niveau on peut considérer qu'on a un dépassement. Donc, mettre ces compteurs sous alarme, et au-delà de ça, on va encore un peu plus loin maintenant sur des compteurs dédiés à des process. On commence à simuler des consommations théoriques et à se comparer par rapport à ces consommations théoriques. Et également à se mettre des alertes sur ces consommations théoriques, à scruter nos talons de consommation, quand il n'y a pas de production aussi, etc. Et à déclencher des alarmes pour détecter des fuites, etc. Donc voilà, on en est là. Après, suivant les sites, c'est plus ou moins développé, mais en tout cas, tout le monde va dans ce sens-là et tout le monde est sur des plans de mesurage, en plus de rajouter des compteurs sur les usages spécifiques. Petit à petit, on impose que tout nouveau process consommateur d'eau, on va mettre un compteur d'eau systématiquement dessus. Voilà, on va instrumenter. Moi, j'insiste pour que maintenant, on instrumente tout ce qui va consommer de l'eau, on l'instrumente. Et on regarde si déjà ça correspond à la conso de référence qui était précisée au niveau du cahier des charges. Et on vérifie également si derrière, la conso correspond. Et donc, on va essayer de plafonner cette conso et de mettre une détection d'alarme à l'heure, à la journée, en fonction du type de process, pour être réactif le plus possible sur des dérives, quoi. Ah, donc les données, vous essayez de les valoriser au maximum? Tout à fait. Monsieur Falise? Donc, comme on avait commencé en 2008, on a des compteurs qui vieillissent, donc on est en train de les remplacer. On a un gros programme d'investissement. Ils sont télégérés, ou vous allez les télégérer? Oui, on va mettre des compteurs non intrusifs. Ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité, et puis au fur et à mesure, on les remplace. Meilleur suivi, meilleure réactivité, et donc de l'économie derrière. D'économie de suivi en fuite, zéro en surconsommation. Mais après, pour modéliser, comme le disait M. Amiot, pour modéliser la production, quelque part, vous envisagez aussi d'aller vers ce type de réflexion? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ben, comme Laurent, nous, on est grave au top. Hein, donc non, on continue à progresser, je pense. Là, on a vu qu'il y a des compteurs maintenant avec une lecture beaucoup plus fine, soit par ultraviolet, soit par infrarouge, pour pouvoir aussi identifier la qualité de l'eau dans les cycles de nettoyage. L'intelligence informatique qui va nous aider aussi à avoir des réglages les plus fins possibles, avoir la capacité d'anticiper sur certains phénomènes ou certaines périodes de la journée ou de la semaine dans l'entreprise. Donc tout ça va pouvoir, je pense, on va pouvoir continuer à progresser. J'ai rencontré des gens sur les solutions de nettoyage qui ont justement cette logique d'intelligence artificielle, alors c'est comme ça mais qui permettent d'aller plus loin sur les optimisations, les réglages pour la consommation d'électricité, mais aussi pour la consommation d'eau. Et donc moi je pense qu'il y a un champ des possibles qui est important. Et après c'est aussi comment on accompagne nos équipes, les collaborateurs. Donc cette année par exemple nous on a une démarche qui on fait un mois des explorations, donc pour permettre aux équipes qui souhaitent se renseigner sur certaines thématiques. Donc là, on va aller visiter, par exemple, une unité de potabilisation de l'eau, par exemple, pour que les équipes qui sont motivées par ce sujet-là puissent mieux comprendre de quoi on parle quelque part quand on parle d'eau potable. Aller voir, je dirais, des stations d'épuration aussi d'autres collègues pour pouvoir comprendre qu'il y a un mode de fonctionnement qui peut être, ou des bonnes pratiques qui peuvent être partagées. Donc s'ouvrir un petit peu aux univers qui sont autour de nous pour là aussi prendre conscience et grandir ensemble. Donc ça c'est un sujet qu'on porte. Donc c'est la 3e année
qu'on fait ce mois des explorations, et je trouve que c'est plutôt vertueux et intéressant. Et puis il y a des démarches aussi, comme on peut l'avoir au niveau du bassin de Rennes, Terre de Source, qui a cette logique de se dire de quelle manière on peut rentrer dans du préventif sur la qualité de l'eau, et de se dire de quelle manière on peut amener des démarches vertueuses au niveau des pratiques agricoles pour justement éviter la pollution de l'eau et amener de ce fait un cercle vertueux avec une production labellisée Terre de Source qui sera identifiée et consommée par la collectivité. Donc rentrer là aussi dans une dynamique collective et pertinente. Et territoriale. Et territoriale, oui, complètement. Avez-vous des questions à nos 3 entreprises? Je me retourne vers la salle pour savoir si vous avez des questions, des précisions à leur demander. N'hésitez pas. Je vous laisse le temps de réfléchir. Moi, je vais leur en poser une, peut-être de manière très abrupte. Ce matin, la table ronde en parlait aussi. Vous en avez parlé, je crois, Fleury Michon. Vous êtes 3 entreprises qui prenaient votre eau sur le réseau d'eau potable. Donc, vous êtes dépendant à 100% du réseau d'eau potable. La sécheresse 2022 est passée en Bretagne, quand même, a fortement marqué la Bretagne et aussi, bien évidemment, la Vendée. Est-ce que vous craignez la coupure d'eau, à un moment donné ou pas? Et si, effectivement, vous la craignez, quelle analyse de risque vous faites finalement pour la production de votre entreprise sur ces périodes déficitaires en eau qui s'annoncent de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues en jours de sécheresse? Fleury Michon, monsieur. Est-ce qu'on craint la coupure? Ben oui, avec les arrêtés sécheresse, quand on peut avoir une demande de réduction de 25% de nos consommations d'eau, aujourd'hui on ne sait pas faire. Et donc si demain on nous dit si vous ne savez pas faire, à un moment donné il faut arrêter l'activité, ça veut dire que sans pouvoir faire du froid, sans faire de nettoyage et sans eau pour le process, on ne pourra pas tourner. Donc ça peut se traduire par potentiellement des arrêts pour certaines activités. Donc on essaye, c'est ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper, c'est pour ça qu'on appelait ça plan de continuité, non pas d'activité, mais plan de continuité hydrique. Bon, on a différents projets, après je pense que chaque cas d'entreprise est propre. Chez Fleury Michon, par exemple, on envisage il y a des moments de l'année où il y a des excédents d'eau, comme en ce moment par exemple, et potentiellement on pourrait peut-être en stocker. Et donc cette eau-là, si on pouvait la stocker, peut-être qu'on pourrait la réutiliser au moment où on nous demanderait de réduire nos consommations. C'est des projets qu'on a à l'étude là, actuellement. Un exemple. Monsieur Valise. La coupure, oui. On la craint, mais aujourd'hui, toutes les mesures qu'on est en train de mettre en place nous font dire qu'on est sur le bon wagon, qu'on progresse et que derrière, on est toujours dans notre réflexion aussi. S'il faut moins consommer d'eau, peut-être revoir nos organisations, peut-être travailler sur 4 jours, un peu plus longtemps sur les horaires. Nous, on remplit des tunnels d'eau chaude pour recueillir notre boudin. On a, comme on l'expliquait dans notre process des nettoyages, peut-être produire sur 4 jours. C'est une réflexion d'entreprise qu'on doit avoir si, à un moment donné, on devait subir des coupures. Et pour Olga, nous, on a craint, donc en 2022-2023, les arrêtés qui nous amènent une réduction. Donc ce qu'on a regardé donc, un peu dans cette logique de plan de continuité, c'est de se dire si à un moment ou à un autre, on nous réduit. Alors, ce n'est pas l'arrêt, parce que ce serait catastrophique. Même, on parlait, est-ce qu'on est en flux tiré ou flux poussé je ne peux pas arrêter une laiterie. Quoi. Je veux dire, il y a le lait, qu'est-ce qu'on va en faire quoi. Donc, à un moment ou à un autre, on est naturellement dans une logique de maintien d'activité. Par contre, si on nous réduit de 10, 15 ou 20%, qu'est-ce que ça voudrait dire dans notre organisation? Puisque la grosse consommation, c'est nettoyage, ça veut dire faire moins de nettoyage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire moins de nettoyage tout en gardant une qualité sanitaire de nos produits? Donc, ce serait faire des productions plus longues, donc peut-être moins de petites séries. Donc, ça veut dire qu'à certaines périodes, imaginez que de notre offre, on coupe 20% de notre offre pour pouvoir justement avoir une capacité de continuer à produire, à répondre à une attente marché sans surconsommer ou en économisant 10% de l'eau. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels ces plans de continuité ils sont nécessaires à poser et à anticiper aussi, hein, parce que donc, il faut pouvoir plutôt prévenir un peu quelles seraient les meilleures solutions face à des restrictions aussi dures.
Alors, on devait avoir une 4e entreprise. Je me retourne vers Étienne. Voilà, on va peut-être passer le film. On devait avoir Candia, le directeur de l'usine de Saint-Étienne, Laurentus, c'est ça, qui devait être présent, qui n'a pas pu être présent. Voilà, mais du coup, il y a eu une interview et un film qui a été fait auprès de Candia, usine de Saint-Étienne. Et voilà, on va voir cette présentation. Restez là. J'aurai encore une petite question à vous poser. Candia, c'est 6 sites. Ici, vous êtes à Candia-Clermont, 160 personnes, 2 activités, fabrication de beurre. Un petit problème technique qui va se résoudre dans quelques secondes. Alors, on n'a pas la mire de l'ORTF, mais c'est la mire du CFIA. En attendant, juste sur l'industrie laitière, il y a des chiffres qui sont intéressants, de se dire que l'industrie laitière au global produit plus d'eau qu'elle en consomme. Donc, et ça, c'est parce qu'en fait, on sèche le lait, en fait. Et à partir du moment où on sèche le lait, on récupère ce qu'on appelle l'eau de vache. Mais notre industrie laitière, quelque part, est plus productrice d'eau qu'elle ne consomme. Voilà, c'était une spécificité du métier du lait. D'où l'espoir quand même sur l'attente de l'arrêté par rapport à la RUT. On comprend que l'espoir au niveau des volumes concernés est grand, effectivement. En attendant, justement, on parle beaucoup REUT au CFIA, on parle beaucoup REUT aujourd'hui dans la sobriété et l'économie de l'eau. Mais nous, à l'agence aussi, on parle de substitution d'eau. Et notamment récupération de pluie. Vous avez parfois d'eau de pluie, pardon. Vous avez parfois quand même des volumes de hangars, de sites de production considérables, avec des mètres carrés de toiture qui sont considérables. Vous envisagez de récupérer l'eau de pluie sur vos sites? Alors effectivement, c'est un projet qui est à l'étude aussi, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. On a un site où on a l'avantage d'avoir une énorme surface couverte, effectivement, et des anciens bassins de lagunes qui sont très grands. Donc qui permettraient en tout cas de stocker pour une part de la pluie, peut-être même que les pluies d'hiver, parce que bon, on pourrait aussi s'attendre à ce qu'on nous demande à ne pas retenir toutes les eaux de pluie sur toute l'année aussi sur cette surface. Et donc c'est un projet qui est également à l'étude de stocker entre 20 et 30 000 m3 d'eau de pluie, qui permettrait de couvrir intégralement par exemple les tours de refroidissement en l'état, quoi. Donc c'est un projet qui est à l'étude sur ce site où techniquement tout est là, la surface couverte et le bassin de rétention. Parce que faire une rétention de 30 000 m3, si elle n'est pas déjà existante, ça impacte un petit peu le budget global quand même. Donc ce site-là, du coup, je me suis dit, là, on va étudier justement cette solution-là, parce qu'on a déjà des facilités, je dirais, pour le faire. Donc c'est à l'étude. Pour l'instant, c'est pas à l'étude, mais ça demande une vraie réflexion. Et est-ce que ça peut être une réponse justement à un arrêté sécheresse qui tomberait en vous disant, on vous demande de réduire de 25%, 30% votre consommation d'eau journalière, avec justement cette possibilité de tirer en appoint, comme vous le faites sur l'énergie, sur parfois avec des groupes, voilà. Alors justement, c'est là où ça me fait évoquer ce petit paradoxe quand on nous demande de réduire l'été, parce que si on faut réduire de 5 ou 10% sur 2 ou 3 mois, mettons, en période estivale, donc on pourrait faire une économie sur toute l'année, par exemple, avec un process qui permet d'économiser de l'eau toute l'année, mais du coup, si on le fait tourner toute l'année, on n'a plus de levier pour baisser l'été. Donc on en viendrait presque à se dire, on va mettre en place des process pour économiser de l'eau, par contre, on les met en route que si on nous demande l'été. Bilan, on va économiser 1000 m3 au lieu d'en avoir économisé 5000 sur l'année. Donc ça, c'est un petit paradoxe qui, moi, me perturbe un petit peu. Mais du coup, effectivement, alors, ça revient au même, parce que si cette eau de récupération de pluie, on l'utilise toute l'année en substitution d'eau du réseau pour alimenter nos tours de refroidissement, on n'aura pas non plus de levier pour baisser en période estivale. Mais globalement, on aura largement moins tiré dans la ressource, qui est le barrage qui nous alimente toute l'année. Mais ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc on pourrait se dire, on met ça en route que l'été. Je trouve ça un peu dommage. Monsieur Clanchin, un avis là-dessus? Après, c'est aussi qu'est-ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui avec l'eau de pluie, parce que je pense que
Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de possibilités d'utilisation, hein, donc en termes légal. Hein. Donc il faudrait qu'on nous donne l'autorisation déjà de pouvoir utiliser cette eau, mais je pense que évidemment, comme vous dites, les superficies en industrie sont significatives, donc on pourrait certainement en récupérer, la stocker et l'utiliser à bon escient, hein, je pense, hein, évidemment. Alors le film est prêt, on va pouvoir regarder Candia. Candia, c'est 6 sites. Ici, vous êtes à Candia-Clermont, 160 personnes, 2 activités. Fabrication de beurre, 35 000 tonnes par an. Ces volumes de beurre partent dans le monde entier, au Japon, en Moyen-Orient. Et l'autre activité du site est un hub de lait pour Sodial. Tous les excédents de la partie sud de la France, concentrés et expédiés vers d'autres business units du groupe. Nous utilisons beaucoup d'eau, bien évidemment, pour laver nos installations. 1000 m3 par jour, 330 000 m3 par an. On doit être irréprochable si on veut avoir une bonne qualité de produit quand on lance la fabrication. Le puits de Dôme est alimenté par le barrage de Nossac, qui est un peu en tension. L'usine Candia de Clermont est un des plus gros consommateurs d'eau du département. Donc je me suis dit, on a un chantier de progrès à amener. Une des premières actions était d'installer tout un process de récupération d'eau. On récupère en fait l'eau de rinçage final pour effectuer les pré-rinçages et les rinçages intermédiaires. Il a fallu améliorer la mesure. Nous avons ciblé l'installation qui consommait le plus d'eau. Nous avons équipé cette installation de nettoyage en place avec différents capteurs sur les retours de lavage. Toutes les mesures ont été renvoyées sur un logiciel et on a pu visualiser les temps de rinçage, les temps de lavage. Tout ce process-là, il a été construit par les équipes en interne. Ils ont en fait conçu toute l'installation, donc tuyauterie, vanne, tank. Ce sujet a fédéré les équipes techniques, qualité, production, laboratoire. On est parti de rien et on a tout conçu en interne, ce qui a fait vraiment grandir les équipes. Le montant des investissements de 2019 à 2023, 632 000 €, est financé à presque 300 000 € par l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau nous a encouragés à y aller, nous a facilité toutes les démarches. Le dossier n'est pas compliqué à remplir. Bien évidemment, il faut des devis, il faut des factures. C'est à la fois un accompagnement sur la conception du projet, la finalisation de l'objectif, le partage de l'objectif, et ensuite sur la matérialisation de l'accompagnement au travers du dossier de financement. La consommation d'eau annuelle en 2019 était de 330 000 m3 par jour. Et en 2023, 205 000 m3 avec une production quasi équivalente, ce qui a amélioré le ratio de 40%. Il nous reste à Clermont à traiter toute la partie concentration du lait. On peut encore aller chercher 10% d'eau à peu près sur la consommation totale. Le plan PUR, plan d'utilisation rationnelle de l'eau, nous a permis de montrer nos intentions au préfet, de lui montrer que nous travaillons sur le sujet, et ce qui a permis aussi de ne pas subir de restrictions d'eau pendant l'été 2022 et l'été 2023. À certaines usines, on a demandé de réduire leur production de 20%. Ce décret va encadrer la réutilisation de l'eau qu'on récupère quand on concentre du lait. À Candia-Clermont, c'est 50 000 m3. Ce décret va nous aider à récupérer ces 50 000 m3 qui, à date, partent aux eaux pluviales. Nous avons pas mal de visites d'autres usines de Sodial et de Candia qui sont venus voir ce que nous avions fait et qui sont en train de mettre en place dans leur usine. La méthode de travail proposée par Candia est tout à fait duplicable et reproductible à d'autres secteurs industriels et à d'autres niveaux d'entreprise. Vu la situation actuelle, on ne peut plus mettre ce sujet de côté. Nous sommes obligés de faire évoluer nos mentalités sur les consommations d'eau. L'eau, c'est de l'or, on ne peut plus la gaspiller, on doit s'en occuper. Voilà, voilà je dirais, les actions qui ont été mises en œuvre dans l'usine Candia de Tus. Avant de vous libérer, en vous remerciant encore une fois d'avoir répondu à l'invitation de l'agence, ce matin, je crois que c'est Bertrand Convert de la Copern qui a dit, je vais le citer, l'accès à l'eau, c'est le droit à produire. Bertrand a dit ça ce matin. Vous partagez ou quelles sont vos réactions par rapport à cette expression qui finalement confirme que l'eau, quand elle manque, c'est une ressource fondamentale, si je peux me permettre, pour le fonctionnement de vos entreprises. Monsieur Falise.
Oui, effectivement, c'est une belle conclusion. Sans eau, on ne produit pas. Donc, on ne met pas nos produits sur le marché. Oui, puis je pense qu'autour de l'agroalimentaire, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, de qualité des produits, et sans eau, on ne nettoie pas nos installations non plus. Donc évidemment que c'est un droit à produire. Mais j'ai bien aimé la conclusion du collègue de Candia, de dire que l'eau c'est de l'or et on n'a pas le droit de la gaspiller. Et c'est vrai que je pense qu'on a pendant des années eu l'impression que l'eau était à disposition et on ne s'est jamais trop posé de questions. Je pense que dans les industries agroalimentaires, on s'est posé des questions parce que c'était aussi l'eau consommée, c'était de l'eau qu'il fallait traiter derrière. Donc là, il y avait des coûts derrière et c'est presque ça qui nous a peut-être le plus motivés pour pouvoir être dans l'économie. Mais on n'imaginait pas cette logique d'économie au niveau de la ressource. Et donc là, on voit qu'il faut aller un peu plus loin et que cette ressource-là, elle est vitale. Donc évidemment, prenons-en grand soin. Mission, les Vendéens. Oui, juste pour ajouter par rapport à ce qu'ont dit mes deux collègues, effectivement, en fait, l'eau, aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, on ne la valorisait pas à sa valeur réelle. Et quand on la raisonne en fait en capacité à continuer à produire, la valeur change complètement. Et il y a des choses qui deviennent envisageables qui ne l'étaient pas sur un raisonnement purement économique avant. Voilà. Merci à vous. Je vous demande de les applaudir en les remerciant encore et en félicitant pour leurs interventions. Et on va passer maintenant à une séquence plus festive qui est effectivement la remise du trophée de l'eau à Baillé. Mais avant de rendre la parole au maître de cérémonie maintenant qui va être Valérie, je vais juste vous rappeler qu'à 16h sur le site BDI, il y a une petite masterclass de Daniel Morabito qui va vous parler des redevances et de la réforme des redevances, notamment l'impact de cette réforme des redevances auprès des industriels. Et demain, à 11h, je crois, à 11h, voilà, il y a une masterclass aussi, encore une fois, sur le site de BDI, sur les aides et redevances. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner un peu plus sur ces deux points, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site BDI, Hall 6. Merci Jean, et puis merci à tous les intervenants. Il m'appartient de clore cette séquence par un petit événement festif, puisque nous allons remettre l'un de nos trophées de l'eau. Ça se passe tous les 2 ans à l'Agence de l'eau, et depuis 1999, nous avons déjà décerné 117 trophées. Alors ça peut sembler beaucoup, mais c'est très peu, parce qu'en 2 ans, c'est presque 10 000 projets qui sont approuvés au sein des instances de l'Agence de l'eau. Donc 10 000 projets qui sont soutenus financièrement. Et puis, il n'y en a que 7 qui arrivent finalement à l'étape de nomination pour ce trophée de l'eau. Alors, bien évidemment, pour nous, il ne s'agit pas de mettre côte à côte des projets qui vont traiter des économies d'eau, de process dans une industrie agroalimentaire, avec l'action d'une association de protection de l'environnement dans le cadre de l'éducation d'une école auprès d'une rivière. Ça serait un peu délicat. Donc, on a fait des catégories. Et les lauréats 2023, alors j'ai l'impression d'être au César ou aux Victoires 2, dans la catégorie restaurer les cours d'eau, les zones humides et leur biodiversité, nous avons retenu deux beaux projets. Alors, ça vous permet aussi de voir le bassin, la communauté de communes, la Comcom du Grand Autunois Morvan, sur un sujet de continuité écologique. Alors pour certains, je suis sûr que ça parlera, ces questions de continuité écologique. On pourrait refaire un débat sur le sujet. Il y a les pour, il y a les contre. Nous, on sait que lorsqu'on revient 3 ans ou 4 ans après ces actions, eh bien, je crois que tout le monde est content, les usagers comme les riverains, vis-à-vis de ces projets. Le PTB Sèvres Nantaise pour un projet de restauration en lien avec des zones humides. Ensuite, dans la catégorie coopération internationale, faciliter l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays en développement, 1% du budget des agences de l'eau va vers des projets de coopération de solidarité internationale.
Et donc là, nous avons décerné un projet à une association de Loire-Atlantique qui travaille avec Madagascar, Transmat Développement. J'en ai parlé juste auparavant. On a aussi une action de soutien à l'éducation, à l'environnement et à la sensibilisation. Ça a été évoqué par monsieur... J'étais en train de réfléchir ce matin. Oui, je ne me rappelle plus son nom. Monsieur Régnier, la communauté des Portes de Bretagne, le président, qui évoquait qu'il faut agir sur tous les leviers d'usage. Il est évident que pour un producteur d'eau, pour un distributeur, il faut évidemment travailler avec les industriels, mais aussi avec les domestiques. Et donc la sensibilisation du public est un levier important. C'est pourquoi 2 associations ou organismes ont été récompensés par ce trophée. Le CPIE Logne et Grandlieu, et puis France Nature Environnement Centre Val-de-Loire. Et enfin, dans la catégorie qui nous intéresse, préserver l'eau, l'économiser, lutter contre les pollutions, Brest Métropole et alors évidemment le Grand Ouest est mis à l'honneur. Donc on a parlé des eaux pluviales tout à l'heure, mais la déconnexion évidemment pour des enjeux de qualité des eaux littorales entre autres est un aspect essentiel. Et puis l'entreprise Baillet, son expérience a été évoquée et détaillée par Cédric Falise juste auparavant, mais il pourra y revenir. Et je vous propose, avant de laisser la parole aux représentants de l'entreprise Baillet, de voir le petit film, puisque dans la récompense qu'on donne aux entreprises, il y a aussi la réalisation d'un film présentant leur initiative et qui ensuite leur est remis à disposition. Jean, juste avant de le lancer, peut-être rappeler, parce que c'est une consigne d'Étienne, que toutes les vidéos que vous avez vues, vous les retrouverez sur un espace industrie sur le site internet de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc n'hésitez pas à aller parcourir le site internet de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous avez un onglet ou quelque chose industrie et vous retrouverez toutes ces vidéos. Pardon Étienne. Campagne au bord de la rivière. Au cœur de la Sarthe, c'est le plus gros employeur du secteur, 450 salariés qui fabriquent chaque année 18 000 tonnes de boudin, de rillettes, de viande fraîche ou cuite. Donc chez nous, l'eau fait partie intégrante du process pour fabriquer nos produits et également surtout pour le nettoyage de nos ateliers de production qui sert à garantir une sécurité alimentaire de nos produits. L'économie d'eau, c'est un enjeu important aujourd'hui avec le dérèglement climatique pour les industriels. L'industriel doit réfléchir autrement, penser autrement, analyser et comprendre pourquoi il consomme autant d'eau et aussi regarder comment on peut économiser l'eau. Production, nettoyage, refroidissement, 200 000 mètres cubes d'eau sont utilisés ici chaque année. Et c'est pour réduire cette consommation que des travaux ont été lancés en 2015. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une succession de projets dans une démarche d'amélioration tous les ans. Pas forcément des projets de grande ampleur, mais vraiment une politique régulière d'économie d'eau qui a porté ses fruits. Terminer le lavage manuel sans maîtrise de la consommation. Il a été remplacé par une laveuse de bac avec un bonus, les eaux de rinçage sont récupérées. Avant, ici, les opérateurs lavaient les cuves avec le jet d'eau et désormais, la cuve est prélavée avec l'eau de rinçage qui est utilisée pour la cuve d'avant. Aujourd'hui, le lave-cuve permet de suivre la consommation d'eau et également de réduire nos consommations. Dans l'atelier de conditionnement, le refroidissement indispensable des thermoformeuses, très consommateurs en eau, se fait aujourd'hui en circuit fermé. Juste avant, en fait, l'eau allait directement à l'égout et on repompait de l'eau potable pour refroidir nos thermoformeuses. Aujourd'hui, on est en circuit fermé. Dans le process de fabrication, les condenseurs adiabatiques ont remplacé les 2 tours aéro-réfrigérantes. Ici, on est sur le toit de la salle des machines qui permet la production de froid de l'ensemble du site. Nos tours aéro-réfrigérantes qui permettaient la production de froid ont été remplacées par ces condenseurs adiabatiques qu'on voit derrière moi. Dans ces condenseurs, on n'utilise pas d'eau. On a supprimé l'utilisation de produits chimiques qui étaient utilisés dans les tours aéro-réfrigérantes pour traiter l'eau. Donc avec ces condensateurs, on économise 90% d'eau. La relève des compteurs d'eau est automatisée. Elle permet d'identifier les dysfonctionnements et de traquer les fuites en temps réel.
Enfin, dans la station d'épuration, un nouveau système de filtration permet aujourd'hui de réutiliser les eaux usées traitées pour les lavages extérieurs et la préparation des réactifs. Le coût de l'ensemble des travaux, près de 292 000 €, financé à 25% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ça permet vraiment de le faire rapidement et de déclencher la décision. Oui, c'est incitatif, hein, évidemment. L'opportunité est de se dire on va avoir du matériel performant pour mieux laver en consommant moins d'eau, et c'est possible. 5 ans d'aménagement, 5 chantiers et 24 000 m3 d'eau ont été économisés chaque année depuis 5 ans. En 2015, on consommait 13 litres d'eau pour faire 1 kg de produit fini. À la fin de la mise en place de tous les différents chantiers, on est à 10 litres pour produire 1 kg de produit fini. Et notre démarche est totalement duplicable. Il suffit de mettre les moyens et l'énergie nécessaire en y associant tous les acteurs de l'entreprise. Parce que chaque personne est responsable pour réduire cette consommation. Les estimations sont de moins 10 à moins 40% de débit des cours d'eau ou de recharge des nappes. Donc il y a forcément un impact pour les industriels d'approvisionnement en eau de leur activité. Donc c'est vraiment important d'économiser au maximum, de rechercher la sobriété et de faire la même activité avec moins d'eau. Il y a beaucoup de choses de faites, il en reste encore au moins tout autant. Je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, on consomme encore beaucoup moins. On est garant de l'environnement qui nous entoure. Quand on est un industriel au cœur d'une campagne, il faut aussi penser aux futures générations. Plus que jamais pour les industriels, l'enjeu est donc économique, environnemental et durable. Voilà, alors pendant que j'invite toute l'équipe de Baillet à revenir, et puis Karine Le, qui a accompagné ce projet pour notre délégation Maine-Loire-Océan, juste préciser que ce trophée, c'est à la fois la reconnaissance d'un travail, mais c'est aussi un engagement à poursuivre l'action, hein, comme cela a été précisé dans ce petit reportage. L'action ne s'arrête pas là, c'est un début. Et on espère bien évidemment que l'entreprise Baillet va poursuivre cet investissement et surtout être peut-être aussi un ambassadeur de ces démarches conciliant production et environnement. Et donc je vous laisse la parole, monsieur Valise, et puis peut-être à d'autres de vos collaborateurs avant de vous remettre le trophée. Donc merci, on a pu voir avec ce film toutes les actions qui ont pu être menées. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plein de petites actions et c'est tous les jours qu'on doit réfléchir différemment à ce qu'on pouvait faire en termes d'eau, mais aussi ça va avec l'électricité, le gaz, mais là on est plus sur l'eau. Donc c'est l'ensemble des collaborateurs que je remercie de l'entreprise Baillet, puisque tout le monde est impliqué, c'est un projet fédérateur pour l'entreprise. On est nombreux ici, il y a notre responsable énergie qui est Benoît Berthou et puis notre responsable sécurité et environnement qui sont pleinement impliqués dans le projet. Et puis surtout, merci à l'Agence de l'eau qui a pu nous permettre de réfléchir autrement et puis aussi nous subventionner nos projets et nous accompagner. On est au début de quelque chose et continuons dans ce sens-là puisque, on l'a bien vu, l'eau c'est de l'or. Je vais laisser la parole à Benoît s'il a quelques mots à dire sur les différents projets. Merci. Bonjour à tous. Comme on a pu l'évoquer tout au long de la séance, l'eau est un acteur primordial pour la continuité du service de l'agroalimentaire. Donc il faut bien sûr la préserver et l'utiliser à bon escient. Et pour cela, il faut pouvoir bien la piloter. Et en tout cas, c'est les actions qu'on essaye de mener tous les jours pour pouvoir en fait, la réduire un peu plus tous les jours. Donc, Alban, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bonjour à tous. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur ce que Baillet a mené depuis plusieurs années. Il reste encore pas mal de choses à faire. Notamment, Cédric a pu parler des compteurs. Donc, c'est le projet qu'on va mener cette année. Mettre en place des compteurs non intrusifs pour pouvoir mieux mesurer la consommation en eau et piloter les fuites immédiatement. Aujourd'hui, on a un suivi, mais on le suit beaucoup à la semaine et on ne peut pas réagir immédiatement quand il y a une fuite. Voilà. Donc, bonjour à tous. Alors moi, je félicite l'entreprise Baillet pour tout son travail sur les économies d'eau. Il y a un très bon dialogue avec l'Agence de l'eau. Je sais qu'il y a d'autres projets à venir. Et donc, j'ai le plaisir de vous remettre le diplôme des trophées de l'eau.
voilà, je vous le remets pour tous les projets. Et... Bravo, bravo à vous. Et pour permettre effectivement que ce trophée puisse impressionner tous les visiteurs et vous permettre d'être des dignes ambassadeurs de l'eau sur le bassin, voici donc le trophée qu'on vous remet officiellement en vous félicitant pour les actions passées et à venir. Vous avez encore un litre à gagner, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Bravo les gars.